Bienvenue dans un nouvel épisode de cette série Ici c'est beau. Aujourd'hui, on va parler de maisons, mais pas de n'importe lesquelles. On va faire un bond dans le temps, en fait, de plus de 5000 ans. On va aller découvrir la première trace de maison. Promis, vous allez vraiment être surpris. Avant de devenir sédentaire avec quelques penchants casaniers, on était bel et bien des chasseurs-cueilleurs nomades. On était de vrais baroudeurs, hein. On se déplaçait selon les saisons, nos récoltes. Il faut dire que depuis la préhistoire, nos modes de vie ont bien évolué. Et pour cet épisode, direction l'Écosse, sur le site de Skara Brae. Je vais vous mettre des photos, hein, parce que là, comme ça paraît un peu bizarre, mais dans les notes de cet épisode, je vous invite vraiment à regarder parce que c'est ce qui est spectaculaire, c'est la qualité de la conservation de ces vestiges. Il y a, je crois, 8 maisons. Et ce qui est complètement dingue, c'est que ces maisons ressemblent quand même vraiment aux nôtres aujourd'hui. Non mais vous allez voir, c'est vraiment fou en fait, parce qu'on se dit ok, ce sont des maisons, mais si on remet là les choses en perspective, au moment où les êtres humains qui ont fabriqué ces maisons ont existé, on était 3000 ans avant notre ère. Donc en fait, on était avant les pyramides, enfin avant tout en fait. Donc voilà, on va rentrer en détail dans cet épisode sur cet univers, sur ce lieu merveilleux. Mais avant, un petit détour contextuel. Je vais peut-être vous décevoir, mais les hommes préhistoriques ne vivaient pas dans des grottes. Je vous rassure, ça a été une grosse désillusion pour moi aussi. Mais en fait, c'est logique hein, parce que il y avait pas des grottes partout. Et puis, quand c'était le cas, en fait, les grottes étaient souvent, la plupart du temps, occupées par nos chers compagnons poilus, les animaux. À l'époque, en fait, la sédentarisation était inconnue. À la préhistoire et plus précisément en fait au paléolithique, on était tous nomades. Donc on passait nos journées à chasser, pêcher, on pratiquait même la cueillette. On se déplaçait suivant donc comme je vous disais les saisons, la migration animale, les ressources disponibles. On pouvait parfois s'installer seulement quelques jours hein, ou même quelques heures dans un lieu. Et puis après, on est passé du statut de prédateur à celui de producteur. Et c'est là que sont inventés l'élevage, l'agriculture, etc. Donc là, se déplacer pour trouver de la nourriture est devenu inutile. Et on s'est mis à bâtir des habitats fixes. Et on a commencé à se regrouper dans ce qu'on appelle aujourd'hui des villages. Revenons à nos maisons en Écosse. C'est en fait une vraie immersion hein, dans l'un des sites archéologiques les mieux préservés que je vous invite à faire dès à présent. C'est un site qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors vous allez très vite comprendre pourquoi, parce que une richesse comme celle-ci doit en effet être préservée. Petit exercice de visualisation, donc l'Écosse, vous voyez ces terres de légendes, d'histoire, ces paysages à couper le souffle. Quand on visite l'Écosse, hein, on fait forcément un bond dans le temps. On peut y voir des menhirs datant de plus de 10 000 ans, des châteaux, en veux-tu, en voilà. Le lac du Loch Ness qui a peut-être marqué votre enfance avec toute sa légende. Et tous ces paysages hors normes, splendides. On y trouve vraiment une nature époustouflante, hein, forte, mais aussi réconfortante. Et parmi toutes les merveilleuses beautés que la nature nous offre là-bas, il y a donc cet endroit façonné par l'homme, il y a plus de 5000 ans, sur lequel la nature a repris ses droits. C'est le site de Skara Brae. On est sur une île des Orcades, donc au nord de l'Écosse, comme je vous disais. Et Skara Brae est d'ailleurs l'un des sites archéologiques les plus visités du monde. Donc c'est vous dire, je suis pas en train de vous parler de 3 fouilles à l'abandon, je sais pas où, hein. C'est vraiment un truc très costaud. Dans le manque des passionnés de l'archéologie, c'est vraiment un peu comme une mecque hein, là-bas. Et pour cause, il comprend les restes du village néolithique le plus complet d'Europe. Son état de conservation est exceptionnel. Je vous assure, même en regardant les photos, c'est bluffant. On a vraiment l'impression que ça date d'à peine il y a quelques siècles en fait. C'est vraiment une pépite. Un témoignage fondamental de l'art de vivre hein, au néolithique. Et vous allez voir, son histoire est assez incroyable. Et dites-vous que ce petit bijou est resté sous terre, en fait, inconnu de tous jusqu'en 1850. Skara Brae a été en fait enfoui sous les dunes, non loin de la plage. Hein, et je vous parle de ça il y a presque 5000 ans, du coup. Il a fallu attendre une énorme tempête, la nature, encore elle, pour nous révéler la beauté de ces trésors cachés et donc préservés. La tempête va en fait arracher l'herbe et dégager du coup plusieurs constructions qui sont sous cette grande colline connue sous le nom de Skara Brae.
C'est alors qu'on va découvrir le contenu d'un village composé de plusieurs petites maisons. Les toits ont disparu. On supposait qu'ils étaient réalisés en fibres végétales. Et c'est que en 1924 qu'on commence sérieusement à étudier ce site. Et là, les archéologues sont époustouflés parce que voilà qu'ils découvrent un village d'une modernité jamais imaginée pour l'époque. Ce village est étonnamment technique et réfléchi. Alors, on estime qu'il y avait environ 50 à 100 habitants qui vivaient dans ce village. Les maisons étaient semi-enterrées et surtout, elles avaient des fondations. En fait, au lieu d'être construites directement sur de la terre, elles étaient perchées sur des monticules de déchets préexistants. Ce peuple prenait des détritus, des poteries brisées, des os, des coquilles, des restes d'animaux, etc. Et toutes ces ressources qui ne revalorisaient pas vraisemblablement d'une autre manière, il les agrégeait un peu comme isolants. On pense que ces fondations, vu la composition, ne devaient pas être très stables, hein, mais en revanche, en Écosse, comme le climat est plutôt rude en hiver, cette couche de matériaux permettait de mieux conserver la chaleur. Donc au final, en y regardant de près, on peut être étonné que malgré nos 5000 ans d'écart, ces maisons ressemblent quand même pas mal à ce qu'on fait aujourd'hui. On accédait aux maisons par une petite ouverture qui pouvait être condamnée par un bloc de pierre. Preuve que malgré cette vie communautaire, l'importance du sentiment de sécurité et d'intimité familiale était présent. Chaque maison faisait environ 40 mètres carrés avec une assez large pièce centrale carrée contenant un grand foyer qui devait évidemment servir à faire la cuisine, pour se chauffer aussi, etc. Ce qui est complètement fou, c'est qu'on a retrouvé aussi dans ces maisons des meubles. Alors, ça paraît fou, mais en fait, c'était vraiment des meubles de rangement en pierre, notamment des armoires, des commodes, mais aussi des sièges, des lits clos, donc vraiment bordés par de larges pierres. Un peu ce qu'on retrouve aujourd'hui en Grèce, dans les Baléares, en Espagne, dans toutes ces architectures un peu dans les îles. Les archéologues auraient même découvert des boîtes de rangement formées avec des toutes petites plaques comme ça dont les joints étaient scellés même avec de l'argile. Ça paraît complètement dingue. Et c'est pas tout parce qu'en fait le village bénéficiait même, contre toute attente, d'un système de canalisation qui incluait sûrement, d'après les archéologues, une forme de toilette dans chaque logement. Donc, vous voyez, à l'époque, l'évacuation se faisait au bord des rivages. Quant aux murs, ils étaient construits à partir de grandes dalles assez fines, genre 15 cm d'épaisseur, plutôt rectangulaires, qu'ils empilaient comme ça, des pierres sèches. D'ailleurs, les murs étaient vraiment hauts, hein. La plupart d'entre eux mesurent 2,40 m. Donc, vous voyez, c'est pas les petites cabanes de berger en pierre sèche qu'on connaît un peu, qui restent aujourd'hui. Mais enfin, ils avaient vraiment le sens de l'espace, de l'intérieur. Ils voulaient se sentir vraisemblablement bien chez eux, que ce soit confortable. Tout laisse à penser qu'ils avaient un vrai art de vivre, et toutes les maisons étaient aussi reliées entre elles par des petits passages, eux aussi en pierre. D'ailleurs, on peut s'étonner que ces maisons soient construites en pierre, et pas en branchage et peau comme la majorité des habitats de la préhistoire, mais les archéologues pensent que ce choix est dû aux ressources qui étaient disponibles sur leur territoire. En fait, il y avait peu de végétation luxuriante aux alentours. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas un arbre au bord de ce rivage. C'est vraiment du sable et de la roche. On peut penser qu'ils ont juste fait avec ce qu'ils avaient sous la main. Et c'est très impressionnant, surtout quand on sait qu'à la fin du Moyen-Âge, seulement on commençait à peine à utiliser la pierre pour les habitats. Donc en fait, on voit aussi qu'en termes de mobilisation de ressources, et de savoir-faire, de manière de vivre, de construire, etc. L'histoire n'est pas faite d'une civilisation qui a cessé de s'améliorer. En fait, bien avant les Égyptiens, les Grecs, etc., des hommes ont vécu quand même d'une manière tout à fait contemporaine. Parmi les maisons, on a aussi retrouvé un atelier où apparemment ils concevaient des outils en pierre. En fait, c'était des pierres ponces qui permettaient aux habitants de tailler des ossements ensuite qui étaient rejetés par la mer pour en faire des outils. Ont même été retrouvés des objets d'art comme des bracelets en os, mais aussi de mystérieuses pierres un peu volcaniques rondes. Apparemment aussi ont été découverts le fait que ce peuple pratiquait la poterie. Un bon nombre de symboles ont été retrouvés et montrent peut-être même la trace d'une première forme de langage. Et aussi, ce qui est assez dingue, c'est qu'aucune arme n'a été retrouvée, ni aucun bâtiment de défense.
ce qui laisse présumer une vie de paix. Peut-être tout simplement parce qu'ils étaient fortement isolés des autres communautés, hein, ou alors la preuve peut-être aussi d'une grande sagesse. On peut tout imaginer. En tout cas, voilà un lieu incroyable, quasi intact, un lieu qui force l'humilité, hein, en fait, qui appelle à la plus grande attention, je trouve, envers ces peuples premiers. Hein. C'est un peu rétro-futur, vous voyez, cet épisode. On a certainement encore beaucoup à apprendre de ces civilisations. Et c'est aussi un tas d'inspiration, hein, de prérequis à en tirer, faire avec la nature, le vivant, ce qui est disponible autour de nous, avec notre climat, etc. Franchement, vous devez aussi en être témoin, vous aussi, hein, toutes celles et ceux qui évoluent dans la biofabrication, le biomimétisme, partagent tous de fabuleuses découvertes avec ces méthodes toutes simples de faire en s'inspirant de la nature. En tout cas, je trouve que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de regarder ces maisons de Skarabrae avec d'autres lunettes que celles avec lesquelles on les aurait regardées il y a peut-être 3 ou 4 ans. En tout cas, je parle pour moi, hein, mais je suis persuadée que j'aurais vraiment pas été sensible à la beauté de ces maisons de la même façon qu'aujourd'hui, il y a quelques années. Je crois qu'en fait, on change vraiment, hein, notre perception du monde change, nos intérêts changent, nos désirs aussi, et notre regard sur ce qui nous émeut, sur le beau change lui aussi. La créativité de ces peuples aujourd'hui nous saute aux yeux. Hein. Je crois qu'au-delà de tout ce qu'on entend sur ce nouveau paradigme que nombreux d'entre nous souhaitons voir advenir, plus que jamais, hein, c'est quand même la créativité qui doit être mobilisée, sollicitée et nourrie. Et aussi se dire que c'est aussi dans la diversité incroyable des solutions qu'on trouvera justement toute cette beauté qui fera un demain plus soutenable pour tout le monde.